Cette vidéo est sponsorisée par Nvidia. Découvrez en description les offres de fin d'année. Cette session va être dédiée à l'open source. Chaque année, nous avons ce sujet-là. Donc ça, c'est une trame qui existe et qu'on reprendra chaque année. Et cette année, voilà, c'est maintenant. Et nous avons deux intervenants. Alors, le premier intervenant, c'est Swan Martinez, qui va nous parler d'une approche scientifique avec une étude faite sur l'usage dans plusieurs studios de l'open source. Et puis on aura Di, qui va nous parler de la collaboration dans l'open source, et qui d'ailleurs va commencer au début de cette session, enfin tu interviendras en second, mais tu peux commencer dès maintenant à faire la publicité. Alors, j'ai des slides dessus, donc si tu veux voir le... D'accord, j'ai spoilé le truc comme d'hab, mais tout va bien. Donc, on laisse la parole à Swan pour faire sa présentation. Merci Stéphane, merci Véronique pour l'invitation au RADI et pour l'opportunité du coup de présenter très partiellement les résultats de cette enquête sur ce premier volet d'enquête sur les pipelines, qui constitue donc une approche scientifique sur la cartographie des organisations de production. Donc, j'ai déjà été introduit, je vais m'introduire très brièvement. Je suis donc Swan Martinez, je travaille dans la vie de tous les jours à Cube Creative et Xilam en tant que développeur-chercheur. Et sur ce projet, particulièrement sur cette étude, j'ai été embauché en tant qu'ingénieur de recherche à l'INREV. Cette étude, du coup, a été initiée par Rémi Seuillet, qui est un maître de conférence à l'Université Paris 8, qui encadre la formation ATI et qui travaille à l'INREV, du coup. Donc, il faut savoir que cette recherche a été financée dans le cadre d'un projet européen qui est plus grand, qui s'appelle Panorama. Rémi vous fera une introduction demain sur les enjeux de ce projet qui comporte de nombreux partenaires, qu'ils soient industriels ou académiques, à travers l'Europe. Donc je vous invite à suivre son intervention demain. Aujourd'hui, donc, on va parler pipeline. Et donc, l'idée, ça va être de vous présenter cette étude, de la survoler, puisque en allant dans le détail, on n'aurait pas le temps. On commencera par les motivations qui nous ont conduits donc à mener ces travaux de recherche. Donc, pourquoi ? On ira ensuite plus en détail sur comment on a mené ces travaux, donc en termes de méthodologie. Et enfin, on aboutira sur les différents axes d'analyse des cartographies pipeline qui ont été abordés lors de cette étude. Et enfin, petite conclusion et les futurs de l'étude. Donc pourquoi cette étude ? Aujourd'hui, il faut savoir que, aujourd'hui et ces dernières années, on a vu énormément d'initiatives fleurir autour du pipeline, que ce soit des initiatives de partage de code, de ressources, de standardisation. On a un cercle, entre guillemets, d'initiatives qui a fleuri. Et donc, parmi ces dernières, on a des listes de partage, on a des espaces de discussion qui sont apparus, des associations, des groupes de réflexion, qu'ils soient publics ou non, des conférences, des sociétés privées qui visent à promouvoir une forme de standardisation du pipeline, et plein d'autres. Et ces initiatives ont fourni des résultats assez tangibles. On a par exemple des listes de référencement comme l'Awesome CG VFX Pipeline maintenue par CGWire, la RAD du Libre qui s'est créée l'année dernière, RX Laboratory, le pipeline.org, des études quantitatives comme le State of Pipeline mené par Ryan, les RADI, The Pipeline Conference, DigiPro, plein d'initiatives. Et avec Rémi, ce qu'on a constaté, c'est que dans ce panorama d'initiatives, on avait très peu d'études de cas et quasiment aucune étude comparative. Alors pourquoi ? On s'est demandé pourquoi aujourd'hui, quand on cherche des informations sur comment se sont déroulées les productions, pourquoi ce n'est pas plus documenté, tout simplement. Donc on a trouvé un certain nombre de freins, à savoir des éléments qui freinent ce travail de documentation publique. Le premier, il est culturel,
puisque pour beaucoup d'entreprises, de décideurs, le pipeline, c'est normal, ça représente un investissement conséquent, un investissement qui peut être perçu comme une plus-value, un avantage compétitif, et donc qui va être lié à un certain secret professionnel et qui va donc freiner son partage dans la communauté. On va également avoir un frein temporel, à savoir que entre deux productions, les responsables de développement pipeline ou les équipes de production n'ont pas forcément le temps de documenter et de partager autour des pipelines de fabrication qu'ils ont utilisés sur ces productions. Et le dernier frein réside un peu dans le côté organique, lié à la nature des pipelines de fabrication, à savoir que selon le besoin de la production, du projet, du format, les évolutions technologiques, un pipeline il va être amené à évoluer avec le temps. Et documenter quelque chose qui est mouvant, qui change sans cesse, c'est un travail d'autant plus complexe. Donc, avec notre approche académique, on peut imaginer lever un certain nombre de ces freins. Le frein temporel, typiquement, en ouvrant un axe de recherche dans une unité de recherche, dans un laboratoire de recherche, on va allouer du temps à des chercheurs pour mener ce travail de documentation, de cartographie. Donc ça apporte un certain nombre de moyens pour une mission qui est d'utilité publique. On va avoir une neutralité puisque ces agents de la fonction publique cherchent à documenter pour le bien de la connaissance commune et pas pour un avantage compétitif. Et on a également un cadre scientifique qui est apporté par le laboratoire pour avoir une certaine rigueur dans la récolte des données et leur analyse. Donc, dans ce cercle de connaissances autour du pipeline d'initiative où on se situe, nous, on va essayer de l'augmenter un tout petit peu avec des études cartographiques, donc des études qualitatives et comparatives des pipelines de fabrication pour l'animation. L'objectif final de cette étude, il a deux grands axes. Il a un axe éducation, donc, qui est lié au fait que cette étude fait partie d'un plus grand projet européen qui cherche à combler un fossé entre l'éducation et l'industrie, mais Rémi vous en parlera mieux. Mais cette recherche, en fournissant du coup des données en phase avec la réalité de terrain, permettra d'intégrer plus facilement de nouveaux artistes qui auront des éléments de compréhension, de vocabulaire, de structure liés à la fabrication des images dans des studios. Enfin, les tenants et aboutissants de cette recherche visent à promouvoir une connaissance ouverte sur les pipelines, en enrichissant tout d'abord les méthodes cartographiques existantes et dans un second temps en construisant une cartographie collective des pratiques de production. Donc maintenant qu'on sait un peu pourquoi on a mené cette recherche, voyons un peu comment elle a été menée lors de ce premier volet. Le premier problème auquel on a fait face pour donc représenter et cartographier les pipelines, c'est tout simplement comment visualiser un pipeline, ses différentes strates, ses différents éléments. Le second problème, c'est comment comparer, une fois qu'on a ces cartographies, comment comparer les pipelines entre studios, sur quels axes on va étudier et comparer ces pipelines. Des hypothèses qui y sont liées sont qu'il existe tout d'abord quelque chose de plus profond que le workflow, vous en doutez tous. Avec un modèle de visualisation standard, on devrait pouvoir comparer les pipelines entre eux. Avec un même niveau de cartographie, de définition de cartographie, on devrait pouvoir analyser les différences entre les pipelines. Et la troisième hypothèse, qui rendrait potentiellement caduque l'aspect un peu concurrentiel et secret professionnel, c'est que potentiellement un pipeline ne pourrait être pas transférable d'un studio à l'autre. Donc maintenant, il faut savoir que ce premier volet d'étude a été mené sur 6 mois, donc j'étais à mi-temps sur 6 mois sur le projet. Donc on a énormément restreint le cadre pour avoir un accès plus simple aux données. Donc on s'est fié tout d'abord à des studios français qui sont issus du réseau d'alumni d'ATI, qui avaient d'anciens étudiants donc, qui travaillaient depuis longtemps sur des pipelines de fabrication et au développement de ces pipelines. On s'est limité à des projets d'animation 3D et on s'est limité à des studios qui avaient déjà un état d'esprit de partage de leur processus de fabrication et de leurs outils. Maintenant qu'on a un peu ces éléments de compréhension, voyons comment on a collecté les données pour cartographier les pipelines sur, du coup, ces 3 studios. Donc notre première étape, ça a été de mener des entretiens semi-dirigés avec les responsables de développement pipeline et parfois certaines personnes de la production,
auprès de ces studios pour récolter une cartographie des DCC, une cartographie du workflow, afin d'avoir des éléments de compréhension de pourquoi, quels sont les enjeux du pipeline, à quelles problématiques dans ce studio, sur cette production, le pipeline va répondre. On s'est inspiré des schémas simplifiés des départements et DCC que Flavio Pérez a fait dans le cadre de son master à ATI pour représenter sur une cartographie 2D très simplifiée comment les étapes de production s'enchaînent au sein des différents outils de fabrication. Ici, on a typiquement, alors, bon, malheureusement, c'est pas très lisible, on va zoomer un peu dedans. Ça donne une idée de cette première cartographie du workflow simplifié dans le cadre d'un des partenaires qui a participé à l'étude, à savoir Cube Creative sur Cheekies ici. Et donc, ce qu'on peut observer, c'est que cette première représentation, elle va donner une idée du workflow depuis l'écriture, en passant par la fabrication des assets, la fabrication des shots et le livrable. Donc, on va avoir une idée du scope du pipeline global, de ses enjeux, de pourquoi il est là, à quelles problématiques il peut répondre. Et la deuxième étape, ça va être, une fois qu'on a cette vue générale, on va essayer de creuser en profondeur avec des entretiens dirigés. Entretiens dirigés, donc on vient avec un ensemble de questions très, très spécifiques sur des éléments techniques du data flow. Et le but, ça va être de récupérer typiquement des niveaux d'infrastructure, des processus, des politiques de versionning, la composition d'assets de shots toujours simplifiés, des formats de fichiers, pour comprendre comment le pipeline est modélisé en termes de data flow pour répondre aux problèmes et aux enjeux qu'on a mappés précédemment. Donc là, on a des données brutes liées au data flow. Une fois qu'on a ces données, on va essayer de les représenter sous la forme d'un schéma, donc le schéma du data flow du pipeline. Et pour représenter ces schémas, on s'est appuyé sur une méthode cartographique existante qui a été initiée par Bill Paulson, qui a publié 2 articles au DigiPro pour théoriser un peu sa méthode. Sa méthode vise donc à visualiser comment des données sont modifiées par des processus à travers le temps et l'infrastructure. Donc ça reste une vue simplifiée du data flow cette fois, mais on a 2 axes de lecture, du coup un axe temporel et un axe d'infrastructure. Ici, on a typiquement le data flow utilisé pour la saison 4 de Cheekies à Cube Creative. Donc, de votre point de vue, vous ne voyez pas grand-chose, vous y remédier. Mais typiquement, on a des workspaces qui se dessinent, des workspaces de travail, ça représente un peu les étapes de fabrication. Qu'est-ce que ces étapes de fabrication vont générer comme données, très simplifiées, comment ces données vont être référencées les unes aux autres et comment elles vont se déplacer d'un niveau d'infrastructure à un autre. Et l'idée, ça va être de pouvoir comprendre comment une donnée va être versionnée à travers le processus de fabrication et comment elle va évoluer tout au long des workspaces jusqu'à la fin du pipeline. Donc ça reste une vue simplifiée, de votre point de vue peut-être pas, mais en ayant ces schémas, on n'est en aucun cas capable de reproduire le pipeline d'une entreprise. Ça ne montre pas les logiques profondes qui sont derrière. Je vais donc passer très brièvement maintenant à la présentation des studios participants et aux projets et à quelques données qu'on a récoltées autour de cette étude. Donc les studios qui ont été audités, qui ont très gentiment accepté de nous ouvrir leurs portes et de partager de façon ouverte le data flow de ces 3 projets, du coup, sont Cube Creative, Autour de minuit et Normal. Donc je vous ai mis les liens des outils qui partagent de façon open source, sur GitHub, sur une instance Git et sur GitLab. Et donc, ces 3 studios nous ont ouvert leurs portes et nous ont expliqué le data flow et leur pipeline pour 3 projets, enfin pour un projet chacun, du coup. Pour Cube, ça a été Teuchiki, la saison 4. Pour Autour de minuit, ça a été Olala. Et pour Normal, ça a été Woolly Woolly. Ces 3 projets sont des projets de séries d'animation 3D qui ont des formats relativement similaires. Et sur ces 3 projets, on a des étapes de fabrication qui sont relativement similaires également, des termes différents qui désignent potentiellement les mêmes choses. Sur les étapes de fabrication en shot, on a également énormément de points communs entre les trois productions, à savoir qu'il y a, dans le cadre ici de Normal, le compositing et l'editing qui sont hors pipe. Maintenant, quand les outils de fabrication qui ont été utilisés sur ces 3 productions sont également similaires, en tout cas sur la partie pipée. Les DCC que vous voyez qui sont grisés sont les DCC qui sont hors pipe.
Mais donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur ces 3 projets, on a Blender comme DCC principal pour la 3D, Kitsu pour le production tracking, des tools en Python, et dans le cadre de Woolly Woolly, on a OpenPipe pour l'asset management. Et donc, on a énormément de points communs entre ces projets, et nous, ce qui va nous intéresser encore plus, c'est est-ce que le data flow sous-jacent à ces éléments structurant le processus de fabrication est similaire du coup. Regardons très brièvement. Eh ben, comme vous pouvez le voir très mal du coup, on a 3 schémas du coup qui sont les schémas du data flow des 3 productions. Et ce qu'on constate, c'est qu'on a des data flows qui sont très différents. Donc on a des 3 projets qui utilisent les mêmes DCC, potentiellement des mêmes étapes de fabrication, mais des manières de modéliser le data flow qui sont très différentes. Et donc des mécanismes de mise à disposition des assets, etc., qui sont très différents. Donc les axes d'étude, une fois qu'on avait ces cartographies assez détaillées sur comment les données fluctuent dans le pipeline de fabrication, on a analysé différents points. Et parmi ces points, on a notamment la stratégie de construction de scène, l'architecture d'infrastructure simplifiée, l'implication des formats standards dans ce data flow, les systèmes de level of detail, s'il y en a, des stratégies de versionning, des banques d'assets, qui est quelque chose qui est assez propre à la série tout de même, des schémas de propagation de mise à jour d'assets, et j'en passe. Là, je vais très brièvement vous parler des schémas de propagation de mise à jour d'assets, mais dans l'étude qui paraîtra sous peu, vous aurez tous les axes d'étude qui seront explicités très clairement. Donc, quand on parle de propagation de mise à jour d'assets, on veut dire quoi? On veut dire comment les mises à jour des assets se diffusent à travers la chaîne de fabrication, donc dans les shots typiquement. Sur ces 3 projets, on a analysé et détaillé 2 stratégies qui étaient utilisées. Des stratégies plutôt standards, mais 2 stratégies différentes ont été utilisées. On a des mises à jour qui sont en push, donc typiquement l'asset, sa mise à jour va être publiée automatiquement quand un artiste fait un publish depuis sa scène d'assets, de travail d'assets. Et on va avoir des mises à jour en pool qui vont consister à mettre à jour manuellement les assets depuis les scènes de shot. Ça peut être automatisé, bien entendu. Ce qui est extrêmement intéressant dans le cadre de cette étude, c'est que les 3 sociétés, les 3 projets étudiés vont utiliser ces 2 mécanismes dans 3 configurations différentes. Pour Teuchiki, le push est utilisé uniquement pour les assets statiques qui sont mis à jour et dont les mises à jour sont donc diffusées à travers toutes les étapes de fabrication automatiquement. Le pull est utilisé pour les assets animés. Donc on a une stratégie de propagation par type d'asset. Pour Olala, le pull est global à toute la production, donc on va avoir une mise à jour manuelle sur toute la production, dans toute la chaîne de fabrication, depuis les scènes de shot, ce qui est plutôt une option très sécurisante. Et sur Woolly Woolly, on va avoir du push pour tous les assets sur l'étape de layout, mais dès qu'on passe le layout, les assets sont freezés dans leur dernière version et on passe sur un mécanisme en pull, donc mise à jour manuelle depuis les scènes de shot. Donc, ouais. Ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'on voit qu'on a des mécanismes plutôt standards de mise à disposition des mises à jour d'assets, mais utilisés de 3 façons différentes et modélisés donc de 3 manières différentes. Ça vous donne une idée d'axe d'étude. Maintenant, je n'ai pas beaucoup plus de temps pour détailler tout ça, mais je vais vous parler des limites et des futurs qui ont été analysés dans le cadre de cette étude. Vis-à-vis de la méthode cartographique, donc de Bill Paulson, on a analysé et identifié un certain nombre de verrous qu'on a fait sauter pour certains, donc les overrides d'attributs, quel type de données sont référencées, overridées ou non. Donc ça, on a réussi à trouver une représentation cohérente dans le cadre de la cartographie des 3 productions. Les interactions avec le production tracker également. L'un des verrous qui nous reste à représenter, ce sont les données de validation. Donc les données de validation qui sont, elles, issues un peu des production trackers aussi, mais comment visualiser ça? C'est ce qui va déclencher beaucoup d'éléments dans le data flow. Et on souhaite partager dans un futur proche ces templates de schémas pour que tout à chacun puisse avoir des briques à assembler pour mapper ce que sa carto du data flow plus simplement.
Sur les échantillons, on sait qu'on n'a que des studios français, que des studios qui font de la série d'animation, que des projets étudiés qui font de la série d'animation. L'idée, ça va être donc d'élargir les formats de projets pour faire des analyses comparatives entre différents formats de projets et d'élargir aux studios européens aussi. Et dans un troisième temps, donc l'un des volets les plus importants, la publication. Donc pour cela, on se repose sur HAL, qui est une plateforme de sciences ouvertes sur laquelle les articles et ce qui est publié est accessible librement. Et donc, l'idée, ça va être, donc actuellement, les 3 cartographies dont je vous ai parlé ici sont en cours de modération, donc la publication est lancée. Elles devraient être disponibles dans les jours à venir. Ce que je vais faire, du coup, c'est que je vais utiliser le canal de la Rade du Libre pour, je pense, vous notifier dès qu'elles seront disponibles. Elles seront disponibles à l'URL qui est sur QR code. Et dans un second temps, on a un gros article d'analyse et une synthèse de l'analyse comparative de ces 3 cartographies qui va paraître également et qui sera potentiellement aussi disponible sur HAL. L'idée à long terme, c'est d'ouvrir une collection sur laquelle toutes ces cartographies sont référencées et sont citables et utilisables à des fins d'éducation, mais également si une entreprise souhaite savoir comment des choses se sont faites à un instant T sur une production, sur un format, qu'elle puisse avoir des documents. Donc merci à tous et surtout merci aux contributeurs et aux entreprises qui ont accepté de nous ouvrir leurs portes et de partager leurs données. C'est un premier pas qui est hyper courageux et qui est très, très apprécié. Voilà. Merci Swan.